J'ai intitulé ma présentation avec une citation tirée de la série Doctor Who, We're All Stories in the End, dans laquelle je vous propose d'étudier les dynamiques transfictionnelles dans l'élaboration des voyages spatio-temporels de la série Doctor Who. Pour les non-initiés, je vais débuter en vous présentant le plus brièvement possible la série. Doctor Who est une émission de télévision diffusée sur les ondes de la BBC depuis maintenant 1963, ce qui en fait l'une des plus vieilles téléséries encore actives de nos jours. La série a effectué une pause en 1985 pour recommencer en 2005. Les producteurs ont décidé à l'époque de faire un reboot, c'est-à-dire de repartir presque tous les éléments narratifs à zéro afin de réintroduire un nouveau public à cet univers complexe. Pour ma présentation, je vais étudier seulement les œuvres qui sont parues après le reboot de 2005. L'essentiel de la série tourne autour d'un personnage principal qu'on nomme le Docteur, qui est le dernier survivant d'une race extraterrestre qu'on nomme les Time Lords. Au moment de leur mort, les Time Lords ont la particularité de changer d'aspect physique, ce qui a permis à la série de pouvoir perdurer encore aujourd'hui et de justifier le changement d'acteur. Donc, on voit ici les Docteurs. À date, on en compte 12 différents, en plus du War Doctor, interprété par John Hurt, qu'on voit ici sur l'image, à l'occasion du 50e anniversaire de la série. Le Docteur est aussi toujours accompagné pendant ses aventures par un compagnon. Comme on peut le voir sur l'image, il s'agit le plus souvent de femmes, mais ça vient, ça va. Les aventures de Doctor Who s'ancrent précisément dans la thématique des voyages spatio-temporels qui ne seraient pas possibles sans le TARDIS, dont le nom est un acronyme pour Time and Relative Dimension in Space. Il s'agit d'un vaisseau qui peut voyager dans le temps et l'espace, et grâce à la technologie des Time Lords, la petite boîte bleue contient un espace virtuellement infini, ou comme plusieurs personnages le disent au cours de la série, « It's bigger on the inside ». Ah, ça va bien, ça. J'essaie de mettre mon vidéo. Bon, on le voit un peu, là. Elle rentre dans la boîte, puis ça devient tout grand. It's bigger on the inside. L'histoire de voyage spatio-temporel trouble par définition la mise en récit de la série télévisée. Le médium, quant à lui, délimite le format que prennent chacun des épisodes. Donc, chaque saison de Doctor Who, depuis le reboot, contient en moyenne 13 épisodes qui suivent un arc narratif principal, en plus d'un épisode spécial de Noël. Tous les épisodes contiennent des histoires closes. Certaines histoires s'étendent sur 2 ou 3 épisodes, et chacun de ces micro-récits contribue tout de même au macro-récit, donc l'arc narratif principal de la saison. La narration, quant à elle, se recentre autour du personnage principal de la série, le Docteur, et ses compagnons qui voyagent dans le temps. Du point de vue des personnages et du point de vue des spectateurs, la temporalité est perçue comme étant linéaire, alors que d'un point de vue objectivement chronologique, c'est-à-dire dans le bon ordre, comme nous le dit Matt Smith, je vais vous montrer la petite vidéo, on passe du futur au passé lointain, que ce soit sur des planètes éloignées, où vivent des extraterrestres, ou sur la Terre. Donc, pour les personnages, le temps dans le bon ordre, c'est un peu ennuyant. Fait que c'est ça, pour les personnages qui voyagent dans le temps, quand le temps passe dans le bon ordre chronologique, c'est très, très ennuyeux. Dans l'épisode intitulé Blink, écrit par Steven Moffat, le Docteur nous expose sa conception du temps d'une manière confuse, en disant, je vais vous lire la citation, « People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. » C'est pas très clair, on comprend pas ce qu'il veut dire. Mais dans un article sur le sujet, François Renan Dubois avance que dans Doctor Who, et je vous cite François Renan Dubois, « Le temps doit être compris comme un phénomène plutôt qu'une donnée objective. Pour adopter le vocabulaire husserlien, l'événement est considéré selon différents modes temporels, en fonction de la conscience qui le considère, de sorte que le passé de l'un peut être le futur de l'autre. La perception phénoménale du temps n'implique pas la variabilité des événements, mais elle ne spécule pas non plus leur position absolue au sein de la suite d'événements. » Fin de la citation. Selon lui, c'est parce que le médium télévisuel est constitué de micro-récits qu'il peut multiplier les focalisations de chaque épisode, ou comme il écrit, tendre à la confusion polyphonique. L'équilibre paradoxal est atteint à travers le point de vue du Docteur, qui rend cohérent cette multiplicité de récits en apparence contradictoires. Donc l'épisode Blink, si vous voulez aller le regarder, c'est quand même un excellent exemple de justement cette perception phénoménologique du temps chez Doctor Who. Pour mon étude,
Donc, j'aimerais cependant me concentrer sur un type d'histoire particulière qui surviennent ponctuellement depuis le début du reboot. En l'occurrence, les récits dans lesquels le Docteur fait la rencontre de personnages historiques ou, dans le cas de Fires of Pompeii, il participe à un événement historique. En faisant le décompte, on peut remarquer qu'un personnage historique apparaît presque à chaque 3e épisode d'une saison, sauf pour la 6e saison, c'est les 2 premiers épisodes. Aussi, j'ai inclus seulement les personnages qui nous apparaissent à l'époque où ils ont vécu. Donc, pour ceux qui connaissent Doctor Who, j'ai pas mis Dinosaur in a Spaceship parce que les personnages sont hors de leur justement, de l'époque où ils ont vécu. Et je vais vous parler plus tard d'un cas spécial, le 3e épisode de la saison 8, intitulé Robots of Sherwood. Donc, la rencontre entre les personnages fictifs et les personnages historiques soulève d'abord la question de la fiction et la nature des entités représentées dans les œuvres. Richard Saint-Gelais identifie 3 frontières qui délimitent les univers de fiction. Donc, la frontière ontologique établit, dans un premier temps, une distinction entre les entités réelles et fictives. Le texte, en tant que structure tissulaire, comme nous le dit Roland Barthes dans son texte Théorie du, fait s'entremêler les éléments du réel et de la fiction, et l'interaction entre les entités les place conséquemment sur le même plan ontologique, du moins selon la théorie avancée par Margaret MacDonald. Richard Saint-Gelais écrit en ce sens que les relations qui s'établissent dans le texte entraînent une homogénéisation ou, à tout le moins, une contamination ontologique des entités impliquées. Le cadre pragmatique, quant à lui, concerne les énoncés et à travers eux, les actes de langage dont ils procèdent. Le cadre pragmatique fait référence à la fiction qui s'annonce comme fiction et la manière dont on interprète les entités d'un texte. Dans son ouvrage « Pourquoi la fiction ?», Jean-Marie Schaeffer avance que le cadre pragmatique délimite l'espace de jeu à l'intérieur duquel le simulacre peut opérer et que la feintise ludique, adoptée par le spectateur devant les entités en jeu, définit le cadre pragmatique de la fiction. C'est la position adoptée par le spectateur par rapport à l'œuvre qui déterminera quel type d'interprétation il ou elle fera du texte, et cette position peut être influencée notamment par le paratexte ou les intentions connues ou présumées de l'auteur. Enfin, la frontière textuelle fait référence à la clôture du texte et à l'incomplétude des entités fictives. Elle concerne les zones déterminées et indéterminées d'une fiction. Lorsqu'on quitte la zone déterminée par le texte, les propriétés des éléments fictifs sont indéterminées, qu'il s'agisse de lieux, de personnages ou d'événements fictifs. Donc, Lubomir Delezel, je ne sais pas si je le prononce comme fou, mais qui travaille sur les théories des mondes possibles, établit que l'incomplétude des textes de fiction est d'ordre ontologique, alors que celle des textes historiques est épistémologique. On ne peut pas savoir, par exemple, si à la fin de son voyage en Terre du Milieu, combien d'enfants aura eu Sam Gamgee avec sa compagne, tout simplement parce qu'il n'y a pas de telle chose à savoir. On peut faire des conjectures, imaginer de nouvelles histoires, mais il s'agira toujours d'une création de l'esprit. À l'inverse, le texte historique, contraint par une exigence de vérité, doit créer un monde qui soit le reflet du passé, le plus près possible, et mettre en scène des agents réels. L'incomplétude du texte historique est donc d'ordre épistémologique puisqu'elle reflète un manque de connaissances sur des événements réels. Les conjectures historiques sont possiblement plus près de la réalité et se figent à la découverte de nouvelles informations, alors que celles des mondes de fiction restent ouvertes à de nouvelles possibilités. Les opérations transfictionnelles s'appuient sur ces incomplétudes du texte de fiction pour donner naissance à d'autres fictions. Dans son ouvrage « Fiction transfuge », Richard Saint-Gelais définit la transfictionnalité comme étant le phénomène par lequel au moins 2 textes du même auteur ou non se rapportent conjointement à une même fiction, que ce soit par la reprise de personnages, prolongement d'une intrigue préalable ou partage d'univers fictionnel. Les épisodes de Doctor Who qui font se rencontrer les personnages de la série et les personnages historiques utilisent un procédé que Saint-Gelais nomme l'interpolation transfictionnelle, qui consiste en l'élaboration d'une histoire à l'intérieur des ellipses d'un récit antérieur. Dans le cas de Doctor Who, les voyages spatio-temporels nous permettent d'explorer ces moments de l'histoire, avec un grand H, qui sont indéterminés. Parfois, il s'agit d'extrapoler la vie courante de personnages historiques comme Churchill ou Nixon. Je dis courant avec des guillemets parce que leur apparition dans la série de Doctor Who implique leur rencontre avec le docteur. C'est pas vraiment leur vie normale. On imagine quelque chose. D'autres fois, dans le cas de l'épisode dont je vais vous parler, qui s'intitule « The Unicorn and the Wasp », l'épisode tente de résoudre un mystère de l'histoire. Dans ce cas-ci, le récit de The Unicorn and the Wasp s'attarde au mystère de l'écrivaine Agatha Christie qui est disparue durant 10 jours en 1928. L'épisode est situé
temporellement de manière explicite dès l'introduction. Donc, le docteur nous donne une date, une année, un endroit, et si nous ne sommes pas déjà au courant de cette histoire, il nous transmet son savoir encyclopédique de manière à ce que nous comprenions bien qu'il s'agit d'une interpolation transfictionnelle. Évidemment, on voit en haut, l'image est tirée de l'épisode, et en dessous, ce sont des images des journaux de l'époque. Donc, évidemment, la conclusion de l'épisode révèle en rien ce qui s'est déroulé pendant ces 10 jours de disparition, puisque c'est pas une conclusion très réaliste, à moins que vous trouviez que l'attaque d'un extraterrestre prenant la forme d'une guêpe géante soit réaliste, mais c'est votre point de vue. Donc, dans cet exemple, il ne s'agit évidemment pas de la vraie Agatha Christie, mais plutôt de sa représentation. Le phénomène est plus explicite à la télévision, au cinéma, puisque l'écrivaine, d'une part, est décédée, donc elle ne peut pas apparaître dans l'émission. Et d'autre part, celle qui l'incarne est une actrice, Fenella Woolgar, dans ce cas-ci. Malgré son désir d'inclure tout type de médium dans ses théories de la transfictionnalité, Richard Saint-Gelais prend comme exemple principaux les textes écrits. Donc, mais dans ceux-ci, comme dans Doctor Who, l'apparition d'un personnage historique pose un problème au niveau ontologique. S'il ne s'agit pas de la vraie Agatha Christie, celle qui est représentée dans The Unicorn and the Wasp, est plutôt ce qu'on appelle une contrepartie. L'Agatha Christie de Doctor Who en est une qui existe dans un monde possible, séparé de notre monde réel. Les relations qu'elle entretient avec les personnages de l'épisode sont fictives, évidemment, ce qui n'empêche toutefois pas une certaine contamination ontologique des entités du récit. L'interpolation transfictionnelle dans ces histoires de voyage temporel met en relation deux types d'incomplétudes qui semblent de prime abord irréconciliables. Donc, on tente de combler l'incomplétude épistémologique d'un récit historique, la disparition d'Agatha Christie, en lui proposant un récit de fiction non plausible, mais possible, puisqu'il s'annonce comme étant une fiction. Les textes historiques et les textes de fiction ne diffèrent en rien sur le plan rhétorique, puisque tous deux sont contraints par un point de vue subjectif sur les événements racontés. L'incomplétude nécessaire des récits découle d'une sélection d'actions racontées par les auteurs. On ne peut évidemment pas reproduire l'histoire, grand ou petit h, et de manière complète et totalement objective parce que ces histoires sont mises en récit à l'aide d'un médium. En d'autres termes, elles sont médiatisées. Philippe Marion constate que chaque média induirait ainsi des parcours de lecture, des modes de participation et d'interaction se concrétisant en intelligence avec les messages qu'ils véhiculent. Il nous propose alors d'utiliser le terme d'hétérochronie pour désigner les contextes où le temps de réception n'est pas programmé par le média. Il ne fait pas partie de sa stratégie énonciative, comme dans les livres ou les bandes dessinées, ou la photographie, entre autres. Dans un contexte d'homochronie, le temps de réception est absorbé, intégré, dirigé par l'énonciation médiatique elle-même. Apprécier, recevoir le message, c'est en accepter les directives d'émission temporelles. Le cinéma et la télévision sont des exemples évidents. Alors, Doctor Who s'articule autour de voyages temporels qui troublent la cohérence chronologique de la mise en récit. Il s'agit aussi d'histoires qu'on peut revisiter en tant que spectateur dans l'ordre qui nous plaît. Les épisodes de Doctor Who seront donc à la fois des homochronies, puisque le visionnement d'un épisode est conditionné par le médium audiovisuel, mais aussi des hétérochronies au sens où les histoires de voyages temporels peuvent être visionnées dans l'ordre. La bipartition micro-récit, macro-récit du médium télévisuel, dans le cas des voyages temporels, permet une plus grande malléabilité de la réception. Dans un médium audiovisuel comme la télévision, le point de vue subjectif est choisi par le cadre de la caméra et le montage des sons et des images. Comme nous l'avons remarqué plus tôt, les voyages spatio-temporels tels qu'ils sont mis en scène dans Doctor Who acquièrent une relative cohérence grâce au point de vue du docteur. Cette manière d'élaborer des récits fait écho à la théorie des mondes possibles telle que Mary-Laure Ryan les conçoit. Pour résumer brièvement, il élabore une typologie pour nous aider à étudier la manière dont on crée et on interagit avec les mondes possibles, plus particulièrement ceux de la fiction. Les mondes possibles alternatifs s'opposent en ce sens au monde réel. Selon elle, il n'existe qu'un seul monde réel, celui dans lequel nous vivons, le monde physique palpable. Le monde réel, contrairement aux autres mondes possibles, aurait une existence objective en dehors de notre point de vue subjectif sur celui-ci. À l'inverse, les mondes possibles alternatifs sont des constructions mentales et le produit de notre imagination. Or, le terme réel, selon Ryan, est essentiellement indiciel puisqu'il ne peut se comprendre qu'en contexte à la manière des termes dialectiques « je »,« ici » ou « maintenant ». Pour les personnages du monde de fiction, leur monde est considéré comme étant réel et tous les autres sont des mondes alternatifs. C'est seulement une question de point de vue. C'est pourquoi Ryan nous propose de nommer le monde de l'objet livre, donc celui des traces du texte ou de l'image,
Donc, elle propose de le nommer le monde textuel et de le différencier de l'univers fictif, c'est-à-dire le monde créé par le décodage du monde textuel. Ce serait alors le textual actual world, donc le monde réel du texte, qui ne peut s'actualiser que par le regard d'un lecteur ou d'un spectateur. En troisième lieu, le monde réel du texte, en tant que représentation, doit être différencié du monde qu'il représente. Donc, il s'agirait dans ce sens du textual reference world, ou le monde référentiel du texte. Le monde textuel est accessible épistémologiquement dans le monde réel, alors que les deux autres, le monde réel du texte et le monde référentiel du texte, se différencient ontologiquement de notre monde réel. Ryan avance que nous adoptons une perspective interne par rapport au monde possible de la fiction en recentrant notre attention de lecteur ou de spectateur sur celle du narrateur, comme elle dit dans la citation. Donc, the fictional pact is concluded when the reader or hearer becomes in make-believe a temporary member of the recentered system, thus shifting his attention from the actual world to the textual actual world, textual reference world. C'est en ce sens que les contreparties des personnages historiques contaminent ontologiquement les autres entités du monde fictif. Autrement dit, les personnages fictifs que sont le Docteur et ses compagnons nous paraissent plus réels parce qu'ils font la rencontre de personnages historiques. Un indice de cette contamination ontologique est notre propension à vouloir, selon le terme de Saint-Gelais, parafictionnaliser le monde de la fiction, c'est-à-dire de considérer les blancs du récit comme des incomplétudes d'ordre épistémologique, comme si le blanc était causé par un manque dans le savoir de l'histoire, alors qu'il s'agit d'une incomplétude d'ordre ontologique. Les parafictionnalisations incluent aussi les histoires que le lecteur ou le spectateur crée à partir de relations qu'il établit lui-même entre plusieurs œuvres. Les opérations transfictionnelles qui font se rencontrer les personnages historiques et le Docteur dans la série remettent conséquemment en question l'identité et le statut ontologique des personnages, comme nous l'avons vu avec Agatha Christie. À l'inverse, toujours selon Saint-Gelais, le lecteur ou le spectateur peut osciller au fil de sa lecture entre la perspective interne et la perspective externe. C'est d'ailleurs, on peut la qualifier de métafictionnelle. Cette perspective nous pousse à considérer les entités fictives comme fictives et déterminées de part en part par le texte qui les instaure. La contamination ontologique prend alors le sens inverse. Les personnages hystériques sont perçus comme des contreparties, donc des entités fictives qui ont une fonction particulière dans le texte. Donc, d'abord, elles ont comme fonction de donner un effet de réel aux autres personnages, mais aussi, comme on va le voir avec l'épisode Robots of Sherwood, ces personnages nous permettent de réfléchir à la série en tant qu'œuvre de fiction. Donc, l'épisode 3 de la saison 8 s'inscrit en ce sens dans la tradition des troisièmes épisodes où le Docteur, ici incarné par Peter Capaldi, fait la rencontre de personnages historiques. Or ici, il s'agit de Robin des Bois, qu'on présume être un personnage de fiction. C'est là le questionnement perpétuel du Docteur tout au long de l'épisode, qui ne peut croire en la présence de Robin des Bois et essaie de trouver une justification rationnelle à cette apparition. Notamment, il pense qu'il est un robot. Au final, nous nous rendons compte que Robin des Bois aurait réellement existé, selon l'épisode, et qu'il serait devenu, au fil des histoires répétées à travers des siècles, une légende. Le dialogue final, que je vais vous faire écouter, est en ce sens très intéressant si nous l'écoutons en adoptant une perspective externe, donc métafictionnelle, sur la série. So, is it true, Doctor? Is what true? That in the future I am forgotten as a real man. I am but a legend. I'm afraid it is. Good. History is a burden. Stories can make us fly. I'm still having a little trouble believing yours, I'm afraid. Is it so hard to credit? That a man born into wealth and privilege should find the plight of the oppressed and weak too much to bear? No. Until one night he is moved to steal a TARDIS. Fly among the stars fighting the good fight. Clara told me your stories. She should not have told you any of that. Well, once the story started, she could hardly stop herself. You are her hero, I think. I'm not a hero. Well, neither am I. But if we both keep pretending to be, perhaps others will be heroes in our name. Perhaps we will both be stories. And may those stories never end. Goodbye, Doctor. Time Lord of Gallifrey. Goodbye, Robin Hood, Earl of Locksley. And remember, Doctor,
I'm just as real as you are. Que la phrase finale nous pousse à porter un regard métafictionnel sur la fiction. Donc le Remember, Doctor, I'm just as real as you are fait porter notre attention sur l'épisode qui met en scène un personnage de fiction aussi impossible que le Docteur, qui s'interroge lui-même sur la réalité d'un autre personnage de fiction. Si nous avons adopté une perspective interne tout au long de notre visionnement de l'épisode, le dialogue final nous pousse à nous en rendre compte et aussi à réfléchir sur ces contaminations ontologiques. Sûrement qu'on ne se dit pas soi-même de cette manière-là. Voilà, je suis maintenant consciente des contaminations ontologiques que la transfictionnalité opère dans Doctor Who, mais c'est déjà le début d'une réflexion. Pourtant, Doctor Who est une série qui se réfère constamment à elle-même, au sens où elle multiplie les dialogues qui peuvent être lus de manière métafictionnelle. Ce qui m'amène à vous parler de cette citation que j'ai sélectionnée pour le titre de ma présentation. C'est pas une vidéo, c'est juste un gif. Donc, We're all stories in the end. Cette phrase vient de l'épisode intitulé The Big Bang, l'épisode 13 de la saison 5, où le docteur revient progressivement dans le temps pour rencontrer la jeune version d'Emilia Pond, celle qui l'accompagne dans ce voyage à ce moment-là. Et il lui raconte l'histoire de leur rencontre alors qu'elle dort, et du TARDIS, sachant qu'elle oubliera le tout dès qu'elle se réveillera. Il lui dit « We're all stories in the end. Just make it a good one. Hey. » Sans entrer dans les détails de la série, ma recherche m'a amené à réécouter les nombreux épisodes, cette fois dans le désordre, donc sans suivre l'ordre établi par la programmation télévisuelle initiale. Certains dialogues et certains moments de la série ressortent et se répondent, bien qu'ils soient en apparence éloignés les uns des autres, puisqu'ils se réfèrent au statut fictif de l'œuvre. Au final, Doctor Who est une histoire qui nous parle de mise en récit, de storytelling. Une phrase qui revient souvent, c'est « Time can be rewritten », donc le temps peut être réécrit. Et le temps dans Doctor Who est perçu et représenté comme un texte écrit. Plus encore, être coincé dans une timeline sans mystère et sans possibilité de réécriture est le pire scénario qui puisse arriver au personnage. Et on en a un exemple avec l'épisode « The Angels Take Manhattan ». Je ne rentrerai pas dans les détails pour ne pas spoiler les gens qui ne sont pas rendus là. Mais c'est un épisode qui fait écho à The Big Bang, où provient la phrase « We're all stories in the end ». L'épisode s'ouvre sur les images d'une machine à écrire, que je vais vous montrer ici. Donc, qui nous dit « New York, the city of a million stories. Half of them are true, the other half just haven't happened yet. » C'est l'histoire de l'écriture d'un roman. L'épisode raconte l'écriture d'un roman. Et la lecture de ce roman fige les événements à venir lorsque les personnages se rendent compte qu'il s'agit plutôt de l'histoire d'événements qui sont à venir dans leur timeline à eux, et de la disparition de certains personnages. Donc, lorsque les personnages dans la série disparaissent, ils deviennent des livres, des journaux intimes, des romans, peu importe, et l'histoire qu'on se raconte, et ils deviennent aussi des histoires qu'on se raconte à nous-mêmes et aux autres. We're all stories in the end. J'aimerais conclure, finalement, en mentionnant que ces histoires sont intrinsèquement liées aussi à la thématique de la mémoire. Dans Doctor Who, les histoires ont le pouvoir de donner vie aux personnages disparus et nous suivent partout où nous allons. Tout est fiction, mais toute fiction est vraie si nous l'avons vécue. Comme le docteur le dit dans le dernier épisode de la saison 9, « Every story ever told really happened. Stories are where memories go when they're forgotten. » Merci.